Le tout début, la définition, c'est donc une maladie du sang où il y a une accumulation dans le sang, la moelle osseuse, les organes lymphoïdes, vous venez juste de le voir, de petits lymphocytes B monoclonaux, d'aspect mature et présentant un phénotype caractéristique. Monoclonaux, vous savez peut-être ce que ça veut dire, c'est que tous ces lymphocytes ont la même origine, ont exactement les mêmes caractéristiques, que ce soit à leur surface, mais également à l'intérieur du cytoplasme et du noyau. La leucémie lymphoïde chronique exige que les lymphocytes qui circulent dans le sang soient supérieurs à 5000 éléments par millimètre cube, sachant que le taux normal de lymphocytes va de 1000 à 4000. C'est vrai qu'on peut avoir des lymphocytes anormaux quand on n'a que 4000 ou moins de 4000 lymphocytes, mais dans la définition de la leucémie lymphoïde chronique, il faut en avoir 5000. Et pas une fois, mais plusieurs fois. Ça doit être vérifié sur plusieurs prises de sang. Un petit mot d'épidémiologie. La leucémie lymphoïde chronique est l'hémopathie la plus fréquente. Elle est une incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas est entre 2 et 4 pour 100 000 habitants. Donc ça fait quand même déjà pas mal au niveau d'un pays comme la France. Sa fréquence augmente avec l'âge et l'âge médian de découverte est environ de 72 ans. Donc, 72 ans, c'est la moyenne de découverte. Ça veut dire que beaucoup de patients vont avoir une leucémie lymphoïde chronique qui va être découverte après 70 ans, après 72 ans. Et il y en a quand même beaucoup aussi, c'est après 80 ans. Il y a une légère... la fréquence de survenue est un peu supérieure chez l'homme par rapport à la femme. Tout petit déséquilibre. Alors l'étiologie, j'ai mis des points d'interrogation. En fin de compte, on ne sait pas grand-chose, même si les découvertes sont nombreuses sur cette maladie. On sait de plus en plus de choses et ça a des conséquences intéressantes, vous verrez après. Les formes familiales existent. Je pense qu'on en a rencontré, mais c'est quand même très très rare. C'est-à-dire qu'un homme qui a une leucémie lymphoïde chronique ne va pas transmettre systématiquement sa leucémie lymphoïde chronique à ses enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Pour ça que j'ai mis après terrain génétique possible. Ça veut dire qu'on a des familles, on a plusieurs maladies du sang, sans que forcément ce soit des leucémies lymphoïdes chroniques. Il peut y avoir d'autres maladies, comme la maladie de Waldenström. On pense qu'il y a un terrain. Mais bon, n'ayez pas peur, tous les gens de votre famille n'auront pas forcément une maladie de ce type. C'est un peu comme une prédisposition à faire des accidents cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des tendances dans des familles à faire plus ou moins certains problèmes. Alors les circonstances de découverte, c'est vrai que les soins, la santé s'est beaucoup développé dans nos pays, dans les pays occidentaux ces dernières décennies. Et la découverte fortuite est une découverte de plus en plus fréquente de la maladie, de cette maladie, qu'on estime à un peu plus de 50% des cas. C'est une découverte parce que vous avez fait une prise de sang, ce que votre médecin n'avait pas fait depuis 1 an ou 2 ans, donc il vous fait faire une prise de sang. Ça peut être parce que vous allez avoir une petite intervention chirurgicale, ça peut être... et on s'aperçoit qu'il y a un petit peu trop de lymphocytes, voire d'autres anomalies, mais c'est souvent par le biais d'un nombre un peu augmenté de lymphocytes dans le sang qu'on va être amené, nous, à poser un diagnostic. C'est plus rare qu'il s'agit d'un syndrome tumoral, c'est-à-dire que votre médecin traitant, souvent ça commence chez lui, vous examine parce que vous êtes un peu fatigué, parce que il vous examine régulièrement avant de prescrire des médicaments, de faire votre renouvellement d'ordonnance, ou parce que vous êtes un peu grippé, il vous examine et puis il s'aperçoit qu'il trouve des ganglions. Des fois c'est vous qui l'avez trouvé, vous n'en avez pas parlé parce que ça vous faisait pas mal, donc
Bon, en examinant, on va trouver des ganglions. C'est quand même très fréquent dans la leucémie lymphoïde chronique. D'ailleurs, s'il n'y a pas de ganglions, on ne parlera peut-être pas de leucémie lymphoïde chronique. Il peut trouver une grosse rate, quelque chose que le médecin sent quand on vous examine. Il va sentir quelque chose en dessous des côtes, à gauche, quelque chose qui dépasse, pas forcément de façon très importante. C'est la rate dans la leucémie lymphoïde chronique ne fait pas très souvent, ne pose pas souvent de problème, ça fait pas très souvent mal, ça n'appuie pas non plus, c'est pas trop lourd, c'est pas une impression d'avoir une pesanteur. Mais bon, c'est un élément important. Et encore plus rarement, la découverte de la leucémie lymphoïde chronique va se faire parce que vous avez fait des infections à répétition. Vous avez vu tout à l'heure, les lymphocytes les lymphocytes en trop, ils ont perdu, ils ont gagné le fait qu'ils peuvent vivre très longtemps, mais ils ont perdu des capacités à nous défendre, à vous défendre contre les infections, contre d'autres phénomènes. Et donc, une partie des patients qui ont la leucémie lymphoïde chronique sont susceptibles de faire plus d'infections que les autres. Et donc, la répétition des infections peut conduire votre médecin traitant à dire il va falloir quand même que je sache pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et la prise de sang va lui donner ces informations, va vous faire comprendre ce qui se passe. Alors, ça peut être des complications auto-immunes. C'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Les lymphocytes, vous avez vu, nous défendre contre des choses de l'extérieur, mais ils sont capables aussi de nous défendre contre des choses qui ne vont pas en nous. Alors, les anticorps qui sont fabriqués sont généralement, chez les lymphocytes normaux, fabriqués pour nous aider. Chez ces lymphocytes anormaux, les anticorps sont fabriqués quelquefois, pas pour nous aider, mais pour nous embêter. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se fixer sur un virus, je schématise, ils vont aller se fixer sur vos globules rouges. Ils vont aller se fixer sur vos plaquettes. Et par ce fait, vont entraîner leur destruction. Là, c'est pas parce que la moelle osseuse ne fabrique pas de globules rouges, c'est pas parce que la moelle osseuse ne fabrique pas de plaquettes, c'est parce que il y a un phénomène qui fait que vos globules rouges ou vos plaquettes, parfois les deux, vont être détruites trop rapidement. Une plaquette, ça vit à peu près 7 jours, ça vit 7 jours. Si vous avez un mécanisme auto-immun contre vos plaquettes, ces plaquettes ne vivent plus qu'une journée à peu près. Elles sont quasiment détruites dès qu'elles sont fabriquées. Et même si la moelle osseuse est capable de fabriquer des milliards de cellules tous les jours, il y a un moment, elle s'essouffle un peu et il y a les taux de plaquettes ou les taux de globules rouges qui baissent. Alors, présentation clinique, on en a déjà un petit peu parlé. Classiquement, donc, les adénopathies dans au moins 70% des cas. La grosse rate dans à peu près 20% des cas. Le foie est parfois, lui aussi, augmenté de volume, mais moins souvent que la rate. Mais quand on examine quelqu'un, on l'examine de haut en bas et on regarde un petit peu partout, et notamment au niveau de l'abdomen. Si on trouve quelque chose à gauche, on regarde à droite et on voit si on sent quelque chose. Alors, ces lymphocytes, les lymphocytes de la leucémie lymphoïde chronique, mais aussi les lymphocytes normaux, circulent partout. Les lymphocytes normaux, c'est notre système de défense, c'est un de nos systèmes de défense. Ils ont des capacités d'aller ils vont dans tous les tissus. Quand on a besoin d'eux, ils surveillent. Et donc, les lymphocytes anormaux gardent souvent ces capacités, donc il est possible qu'ils puissent s'accumuler dans des tissus. Alors les tissus, je dirais, habituels où ils peuvent s'accumuler sont des tissus lymphoïdes, comme les amygdales, dans certaines parties du tube digestif, mais ils peuvent aussi aller s'accumuler dans d'autres tissus qui ne sont pas des sites habituels où on trouve beaucoup de lymphocytes. Il y a le poumon, la plèvre, le système nerveux, les reins et d'autres organes aussi, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. C'est-à-dire que c'est certaines atteintes neurologiques, c'est même pas 1% des patients. Donc c'est rare. Mais nous, on y pense. Si on a des petits signes que vous nous présentez,
que les patients nous donnent quand on les interroge, on essaie de savoir si ça peut être lié à la leucémie lymphoïde chronique ou si ça peut être lié à autre chose. Il y a tellement de raisons d'avoir mal à la tête, il y a tellement de raisons d'avoir des problèmes, et les causes sont parfois multiples. Donc c'est à nous d'essayer de savoir et de confirmer que ça peut être lié à la maladie du sang. Alors, une fois qu'il y a au niveau clinique, on a des doutes, on va avancer dans le diagnostic, c'est-à-dire avoir de moins en moins de doutes, en regardant la prise de sang. Donc là, c'est les cytologistes qui interviennent. Ils regardent les éléments du sang. Et donc, les lymphocytes sont à plus de 5000, mais parfois sont à des taux extrêmement importants. Même lors d'une découverte, on peut avoir des taux à plus de 200 000. Ce n'est pas les plus fréquents, bien sûr, mais ça arrive. Et ce n'est pas pour ça que le patient est forcément mal. Alors, tout à l'heure, je l'ai abordé un petit peu. Les lymphocytes de la LLC ressemblent beaucoup aux lymphocytes normaux. Donc, mais il y a des petites différences. Mais moi, qui ne suis pas cytologiste, je ne pense pas que je ferai la différence. Mais d'autres personnes beaucoup plus compétentes verront peut-être des petites choses qui les distinguent. Alors, l'hémogramme va nous dire s'il y a une anémie, c'est-à-dire si le taux d'hémoglobine est inférieur à ce qu'il devrait être chez un homme, un petit peu plus bas chez une femme, sachant que donc on trouve une anémie dans 30% des cas et que souvent elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de non-fabrication par la moelle osseuse qui est un petit peu serrée avec tous ces lymphocytes. Ça peut être aussi un excès de destruction, je venais tout à l'heure d'en parler, une cause auto-immune où il y a une destruction exagérée, mais il peut y avoir d'autres raisons. Les gens, par certaines infiltrations, peuvent aussi avoir des saignements qui sont facilités. Donc, il peut y avoir beaucoup de raisons qui expliquent une anémie. Les plaquettes basses thrombopénie, c'est un peu moins fréquent et ça peut être aussi multifactoriel. Ça peut être donc destruction, non-fabrication, voire rétention dans une grosse rate. Maintenant, on arrive à la confirmation. C'est vrai que les éléments cliniques, l'examen de la prise de sang, on est déjà très fortement orienté vers le diagnostic. Bon, il y a des diagnostics différentiels, comme on dit. Il y a d'autres maladies du sang qui peuvent avoir un aspect un petit peu pas assez voisin. Mais il y a donc un examen qui va nous donner une quasi-certitude qu'il s'agit bien d'une leucémie lymphoïde chronique. C'est la réalisation d'un immunophénotypage qui se fait au niveau du sang. On n'a même plus besoin d'aller dans la moelle osseuse pour voir ce qui se passe. Il y en a assez dans le sang. Et là, il va y avoir, vous savez, la surface des cellules, il y a des différentes choses qui, comme, je sais pas, des caractères spécifiques à cette cellule, comme votre maison, elle est peinte en blanc, il y a une cheminée rouge, enfin des volets verts. Bon, là, c'est un peu pareil. Il y a des éléments différents, mais qui, dans ces cellules, sont, si c'est monoclonal, sont tous là ou sont tous absents. Donc, généralement, on donne des points. S'il y a, pour certains, si cet élément a été retrouvé, et pour d'autres, n'a pas été retrouvé. Ça veut dire que c'est assez complet, ça regarde pas mal de choses. Et donc, sur 5 antigènes, on arrive avec le score de Matutes à poser un diagnostic de LLC. Donc, le score de Matutes dans une LLC est à 4 ou 5. Si on n'est pas à 4 ou 5, si on est en dessous, c'est probablement pas une leucémie lymphoïde chronique, c'est certainement une autre maladie du sang. Alors tout ça nous permet, lorsqu'on examine le patient et qu'on a la preuve qu'il a bien une leucémie lymphoïde chronique, c'est de dégager un score pronostic. Vous avez sans doute déjà entendu... non, ça j'ai oublié. On fait quelques examens complémentaires. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'examens. On fait une électrophorèse des protéines sériques qui nous confirme que souvent on manque d'anticorps. C'est-à-dire que les cellules qui fabriquent les anticorps normaux, c'est pareil, ils sont un peu écrasés, ils sont mis au second rang, et donc il y a moins de fabrication de bons anticorps. Dans environ 60% des cas, les patients manquent de bons anticorps. C'est aussi pour ça que donc ils sont fragiles à certaines infections.
de façon, je dirais, opposée. Ouais, et il faut vacciner, c'est très important. Et c'est un peu le contre-pied. Ces lymphocytes anormaux peuvent, dans certains cas, fabriquer une protéine tout à fait anormale, mais en grande quantité. Donc on détecte assez facilement par l'électrophorèse des protéines sériques. Souvent, il s'agit d'une IgM, comme dans la maladie de Waldenström. Là, c'est dans 10% des cas. Alors, je parlais de destruction exagérée des globules rouges par un mécanisme auto-immun. Dans ces cas, souvent, on a un test de Coombs, un test un peu particulier, mais qui nous donne beaucoup d'informations. Le test de Coombs direct, c'est positif dans environ 5% des cas et permet de parler de composantes hémolytiques et donc d'en tirer des conséquences pour éventuellement un traitement. Sauf dans le cadre de protocoles thérapeutiques, de recherche clinique, on va vous en parler un petit peu tout à l'heure, ou beaucoup, sauf s'il y a vraiment un signe, une plainte chez un patient qu'on ne comprend pas, on n'a pas besoin de faire de bilan radiologique très complet. L'examen clinique, en plus des données biologiques, est suffisant pour établir un score. Suivant. Et donc on arrive à la fameuse classification de Binet. C'est lui qui, avec ses collaborateurs, a mis en place cette classification il y a déjà pas mal d'années, je dirais à peu près une trentaine d'années. J'étais encore tout petit, moi, quand il avait fait ça. Et donc cette classification est toujours très utilisée, notamment en Europe. Elle est très simple, mais elle a toujours une valeur pronostique, même si au départ, elle avait été établie dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que maintenant. Il y a 30 ans, on détectait moins précocement. Donc on avait plus de patients qui étaient évolutifs et qui avaient besoin de traitement. Et bien sûr, les traitements, il y a 30 ans, étaient un petit peu différents de maintenant. Et probablement moins efficaces. Alors le STADA, c'est moins de 3 aires ganglionnaires et un taux d'hémoglobine supérieur à 10 grammes, un taux de plaquettes supérieur à 100 000, et c'est dans plus de 70% des cas, quand on découvre une leucémie lymphoïde chronique, on a un STADA. Un peu moins fréquemment, on a beaucoup plus de ganglions quand on examine son patient, sachant que là c'est une aire, 2 aires, la rate est une 3e aire, et les ganglions inguinaux une 4e aire. Si on a plus de 3 aires ganglionnaires, si on a au moins 3 aires ganglionnaires, il y a une petite erreur. Donc 20% des cas, vous avez un stade B. Et enfin, le stade C, là, en fin de compte, quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires qu'on a palpé à l'examen, il y a prééminence de l'anémie ou de la thrombopénie, ou des deux. C'est-à-dire que si le taux d'hémoglobine est bas, en dessous de 10 grammes, ou si le taux de plaquettes est bas, inférieur à 100 000, et bien là, on parle de stade C, et c'est vrai qu'un stade C doit se traiter assez rapidement. Un stade B, il y en a certains qu'on n'a pas besoin de traiter tout de suite, et un stade A ne se traite quasiment jamais, dans la pratique quotidienne. Thrombopénie, c'est le terme médical pour dire que les plaquettes sont trop basses. Voilà, le taux de plaquettes normal est entre 150 et 400 000 par millimètre cube. Si vous êtes en dessous de 150, c'est déjà une thrombopénie, mais elle est très modérée. Si vous êtes à moins de 10 000, c'est une thrombopénie très sévère. Donc les conséquences ne sont pas les mêmes. Thrombopénie, plus elles sont basses, plus vous risquez de saigner. Puisqu'elles sont un élément essentiel de l'initiation de la coagulation. Si vous coupez, le sang va arrêter de s'écouler parce que tout de suite, les plaquettes et d'autres éléments du sang vont se rencontrer pour faire un pansement, enfin un bouchon. Et les plaquettes sont essentielles. Donc moins vous en avez, plus vous avez de risques de saigner. Sachant qu'il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir. Si vous avez des traitements anticoagulants, des traitements antiagrégants plaquettaires,
ça peut encore exacerber plus les risques de saignement. Pour un même taux de plaquettes, tous les gens ne feront pas les mêmes problèmes hémorragiques. Quand vous n'avez pas assez de globules rouges, ben votre transport en oxygène est moins bon, l'oxygénation des tissus est moins bonne. Alors il y a deux solutions, soit votre cœur bat plus vite, essayer de compenser ce manque en augmentant sa fréquence. Mais donc ça veut dire que si vous faites un effort, vous êtes beaucoup plus facilement essoufflé. Et quand le cœur n'y arrive plus, ben vous êtes très fatigué, essoufflé. Et si les gens ont des antécédents vasculaires, ils peuvent en effet faire un infarctus. Enfin bon, l'anémie, c'est pareil que pour les plaquettes, moins vous avez de globules rouges, plus vous êtes mal. Et les origines de l'anémie sont extrêmement nombreuses. Là, si on parle de la leucémie lymphoïde chronique, souvent, une anémie importante symptomatique, c'est-à-dire que le patient souffre de son anémie, va conduire, vous voyez, le mettre dans un stade C et donc d'initier un traitement. Mais en effet, en plus des traitements habituels qui vont être là pour réduire l'intensité de la maladie, on va pouvoir utiliser des médicaments. On peut être amené à transfuser, mais il y a aussi un médicament important, je ne sais pas si on en reparlera, je ne pense pas, mais c'est l'érythropoïétine, le fameux EPO, qui peut être utile chez certains patients.